Hola hola amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante est maintenant disponible au format audio et vidéo. Ça se passe sur YouTube, le channel s'appelle Silicon Carnet. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. OpenAI, retour à la normale cette semaine, ou presque, puisqu'on l'a vu dans la vidéo, Sam Altman n'est pas prêt de partir, puisque l'histoire n'est peut-être pas terminée. En tout cas, le conseil d'administration, on en a un nouveau conseil d'administration. Il a été nommé et une enquête indépendante a été diligentée sur les circonstances qui ont conduit au licenciement de l'enfant chéri de l'IA, Sam Altman. Et on va en parler cette semaine dans Silicon Carnet. On va faire le contrôle Z. La semaine dernière, on avait fait contrôle Alt, Sup, Delete, et cette semaine on fait le contrôle Z puisque c'est le retour du Jedi. Est-ce que c'est la suite? Oui, c'est la suite, mais est-ce que c'est la fin? C'est pas certain. On va en parler en tout cas dans Silicon Carnet et on a plein de choses à vous raconter. Et les épisodes continuent de s'enchaîner, puisque même ce matin, on apprend que Microsoft arrive au board de OpenAI. C'est tout frais, on vient juste de l'apprendre, et on va en parler dans Silicon Carnet. Autre sujet cette semaine dans Silicon Carnet, on va parler de copyright à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est un sujet que nous a proposé Stéphanie. Stéphanie, salut! Comment tu vas? Salut, ça va bien. Welcome back, tu reviens du Guatemala? Je reviens du Guatemala et je suis devenue américaine. Et Stéphanie est américaine. Alors, vous le voyez pas si Voilà. vous regardez pas le YouTube channel, mais elle a un joli drapeau américain. C'est ce qu'on te donne quand tu deviens américain? Oui, ouais. Et tu pledges et t'as Biden qui te fait un petit message. Il était pas là en personne, malheureusement, mais c'était sympa. À une semaine près, t'aurais pu avoir Biden en personne, tu vois? Ouais, mais je pense pas qu'il vienne. Il fait pas ça, quoi, en fait, quoi. Mais... Il graciait la dinde de Thanksgiving. Et oui, et c'était Thanksgiving aussi, les enfants. Exactement. Est-ce que vous avez passé un Happy Thanksgiving, everybody in the US? Stéphanie, ça allait? T'as fait ta dinde? Ouais, Friendsgiving, 2 Friendsgiving. Non, j'ai pas fait de dinde. J'ai fait un Friendsgiving chinois avec la bouffe chinoise, des amis asiatiques et un Friendsgiving raclette. Avec des amis français voilà. À ce moment-là. Voilà, bien sûr. Bon, ben moi j'ai fait un Thanksgiving avec des amis vénézuéliens, américains, français et anglais. Et c'était super. Il y a même une indienne. Et on a fait une dinde. Je vous montrerai une photo de ma dinde. Elle était incroyable. Je suis pas gros fan de la dinde. Mais écoute, là, la cuisson était parfaite. Je suis assez fier de moi. Elle était super bonne. Il n'en restait même plus le soir. Et on était 13. Donc voilà, c'était super sympa. Et un super Thanksgiving. Voilà. Et vous, en France, vous fêtez pas Thanksgiving? On garde l'habitude, nous. On essaye. Ah bon? Ah, tu gardes, oui, parce que toi, tu reviens. Ah, tu as fait un petit truc, alors? Ouais, le dimanche, en famille, c'était sympa, voilà. Histoire de marquer le coup. Ça fait rire les enfants, en plus, donc c'est bien. Avec une dinde ou un poulet, du coup? Avec avec une épaule de cochon. Une épaule de cochon. Bah voilà, ouais. Mon cochon. Un gros truc. Le principe de base, c'est un gros truc au four, donc voilà, un gros truc au four. Bon, Sam Altman et son équipe est de retour au bercail. Same players play again. L'épisode aura tenu en haleine la Silicon Valley pendant 10 jours pour au final, finalement pas grand-chose. Et on n'en sait pas beaucoup plus sur les circonstances réelles de cet incident. On a essayé de décrypter la semaine dernière avec Kevin. J'ai réécouté l'épisode, on a dit pas mal de conneries. C'est la définition du podcast en même temps. Donc. Mais non, quoique, on a dit aussi des trucs où on saura pas où est-ce qu'on a. Mais en fait, on a décrypté plutôt bien. Les gens ont accueilli cet épisode plutôt sympathiquement. C'était fun. On a touché des sujets de fond. Mais on n'en sait pas plus cette semaine, Kevin. C'est ça ce que je veux dire par là. C'est que de toutes les hypothèses. Sur les motivations profondes, ouais, dans ça, on ne sait pas. On ne sait pas grand-chose. Bon, une suggestion. Pardon, Stéphanie, tu crois qu'on le saura? On le saura jamais. Tu crois qu'on le saura jamais? Bon. Ok. Moi, je suis pas sûr. Interne. Moi, je pense que comme il y a eu un nouveau board et qu'ils sont fait virer, on va voir des gens vont commencer à parler. Moi, je pense. Après, tout de suite. Le board là, quand même, a quasiment doublé en moyenne d'âge. Et donc, à mon avis, ils sont beaucoup plus politiques. Donc, pour le coup, je pense pas qu'ils sortiront des choses qui iront à l'encontre. Non, mais ceux qui se sont fait virer du board. Moi, je parle de ceux qui se sont fait virer du board, pas ceux qui sont dans le board aujourd'hui. Ils ont signé des NDA de l'espace. Ils ont signé des NDA de l'espace. Ils peuvent rien dire de pas sortir un mail, rien. D'ailleurs, pour la preuve, Hélène Toner, qui vient juste de sortir, a quand même écrit un thread sur Twitter de 5 tweets où il n'y a absolument aucune information dedans, à part qu'elle sera amenée à revoir les gens du board d'OpenAI.
dans d'autres fonctions. Donc elle a le droit d'aller boire un coup avec eux, quoi. C'est ça, quoi. Bon. C'est ça, ou alors d'être dans une commission à Washington qui va auditer l'AI. See you. Exactement. Ouais, donc on se revoit très vite. Donc au Sénat, elle sera à mon avis de l'autre côté de la table, où en face il y aura notre ami Sam et compagnie. Exactement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Sam Altman ressort gagnant du duel et le précédent board d'OpenAI passe un peu pour des amateurs. On lui reproche grosso modo de s'être précipité, d'avoir mal communiqué, en gros d'avoir un peu été nul sur toute la ligne. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que c'est vraiment Sam Altman le Jedi, c'est le retour du roi, le retour du Jedi, c'est lui le gagnant dans l'histoire. Alors il y a certainement perdu des plumes, on va en parler, mais le board d'avant est vraiment passé pour des nuls. Et puis bon, c'est vrai que leur communication était assez naze aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est surtout la communication. Ouais. Vas-y. Global, la communication a été horrible, mais qu'il y a quand même Adam D'Angelo qui reste au board. C'est-à-dire il a déjà, lui, il est déjà engagé dans une autre venture d'AI à côté qui est en compétition avec OpenAI. Donc c'était le premier à devoir sauter du board. Et au final, il reste. Donc c'est assez étonnant. Je ne sais pas quelle ficelle il y a derrière Adam D'Angelo. Je serais curieux de savoir. On n'a pas réussi à avoir l'info, parce la raison pour laquelle il reste, mais alors il a l'air être indéboulonnable, le mec, parce qu'en fait, je rappelle que ce D'Angelo, il a voté pour le départ de Sam Altman. Il a été un des principaux artisans du départ de Sam Altman. Mais il est toujours là. Bon, faut quand même noter que Sam et Greg n'y sont plus, et n'ont pas réussi à y revenir, malgré, je pense, à mon avis, un sacré travail qu'ils ont dû faire de leur côté. C'est peut-être la seule concession qu'ils ont dû faire, de pas revenir au board. Et du coup, moi, je sens, pour aller avec ta théorie de la semaine dernière, que Microsoft, qui a un siège au board sans pouvoir de vote, ce que je trouve assez extraordinaire. C'est un observeur, en fait. Ouais. C'est ça, mais du coup, c'est plutôt celui qui va reporter à Sam et Greg ce qui se passe dans le board auquel il ne peut pas assister. Ouais. Non, mais c'est clair, il y a une sorte de main invisible de Microsoft, on en avait parlé la semaine dernière. Moi, je pensais véritablement que c'était le jeu, j'en suis un peu moins sûr cette semaine. Mais en tout cas, oui, Microsoft est bel et bien là, on va en parler. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, et j'ai lu des articles là-dessus, je les mettrai dans les notes de l'émission, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point cette boîte était gérée finalement par des gens qui étaient plutôt jeunes et sans réelle expérience. Et que peut-être que le moment est venu de changer un peu ça, parce que OpenAI a 8 ans maintenant, il faut quand même le dire, c'est pas une boîte qui est née la semaine dernière. Et je rappelle que par exemple Sheryl Sandberg, elle est arrivée chez Facebook la 4e année, que Eric Schmidt a rejoint Google au cours de la 3e année. Donc peut-être qu'il est temps que OpenAI aussi, à côté de ces gens finalement jeunes et très talentueux, avec beaucoup d'énergie, trouve un petit peu son Sheryl Sandberg, son Eric Schmidt, pour apporter un peu de maturité, parce que quelque part après, quand on analyse a posteriori les événements de la semaine dernière, et je vais vous révéler quelques petits trucs parce que j'ai des gens qui sont proches du board d'OpenAI avec qui j'ai parlé pas plus tard qu'avant-hier et qui m'ont donné quelques informations assez intéressantes. Je pense que tout ça, il y a quand même beaucoup d'immaturité dans tous ces épisodes. En fait, moi, je pensais que c'était un truc qui était beaucoup plus construit, où il y avait une sorte de plan un peu machiavélique, mais en fait, non, c'est plus de l'immaturité et beaucoup d'ego. Et d'ego, et beaucoup de guerre d'ego en fait à l'intérieur de tout ça. Donc un peu une sorte de, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est pas le loup de Wall Street, mais c'est un peu une guerre de loups quoi en fait, entre différents égos. Et on parle d'Angelo et en est un, et il fait partie de cette histoire là. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'il est temps d'amener un peu de cheveux gris à l'intérieur d'OpenAI? Que je sais pas, moi je trouve que OpenAI avance très vite, délivre très vite. Ça, c'est hallucinant. Ce qui est remarquable. Ce qu'ils font, c'est assez impressionnant. Donc est-ce que d'avoir quelqu'un plus senior changerait les choses? Ça ralentirait peut-être les choses, ça structurerait mieux peut-être, mais il délivre quand même, Sam Altman. Il délivre. C'est impressionnant. Là-dessus, c'est vraiment impressionnant. Et là-dessus, il a quand même un crédit absolument incroyable. Angie le disait, c'est quand même un mec qui, en quelques années, est arrivé à créer une technologie, à mettre entre les mains du plus grand nombre de l'humanité une technologie qui risque de bouleverser le monde de façon
d'une façon incroyable qu'on n'a jamais vu auparavant, et qui a créé une boîte d'une valorisation avec une valorisation qui approche maintenant les 100 milliards. Donc là-dessus, il y a un crédit énorme pour Sam Altman, mais en même temps, et on en a un petit peu parlé la semaine dernière avec Kevin, c'est que quand on arrive à ce stade de boîte, il y a 2 boîtes dans une boîte. Il y a la boîte, et là-dessus, rien à dire. Sur OpenAI, c'est formidable la façon dont ils exécutent. Et puis le board est une boîte en elle-même. Et donc peut-être qu'il faut amener des gens qui ont plus d'expérience, qui sont capables aussi d'aider à gérer cette boîte qui est dans la boîte, qui est le board, et qui peut faire capoter la première boîte, quoi. Donc c'est ça ce que je veux dire. Moi, Oui, je vais Camille. tenter un parallèle un peu osé. Moi, ça Vas-y. me fait penser un peu dans le spatial à Elon Musk au tout début, Ouais. avec son agilité à livrer des fusées et à respecter à peu près aucune règle classique de la NASA. On a quand même vu que ça a plutôt bien marché. Donc en fait, je pense qu'OpenAI a fait un peu ça. Mais ce qui fait qu'il se tire une balle dans le pied, c'est que cette partie de fondation qui devrait plutôt être aux mains de gens justement aux cheveux gris, eux aussi l'ont mis aux mains de gens plus jeunes. Donc alors, je suis pas McKinsey, hein, je vais pas proposer de solution, mais je pense que le truc c'est peut-être de mettre un peu plus de cheveux gris dans la partie fondation, où là c'est important avec de l'éthique, du suivi, mais laisser les chiens fous sur la partie monétaire d'OpenAI, parce que c'est Sur pour le ça produit, que ça quoi. délivre aussi vite. Quoi ? Sur le produit. C'est ça, sur le produit. Et je pense que de mettre quelqu'un trop sérieux tout de suite, là, OpenAI, en plus là, c'est un truc à faire complètement baisser l'innovation. Et je pense que c'est pas le moment, parce que là, ils ont un avantage qui pousse globalement. Et finalement, cet incident OpenAI a permis à tout le monde de se rendre compte que l'éthique dans l'IA, et ça reviendra dans le deuxième sujet, qu'il y a plein de sujets autour de l'IA auxquels on n'imagine pas, c'est-à-dire l'éthique, le copyright, le fake news, plein de sujets qui doivent être adressés. Et finalement, s'il n'y avait pas eu cette espèce de scandale, on aurait encore mis 10 ans avant de se rendre compte. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet tout de suite. Donc, on va avoir le positif de cette affaire en disant ça a permis de poser le doigt tout de suite sur les vrais sujets. Et moi, je pense qu'il faut que dans la partie produit, ça reste jeune et ça tente. Et que par contre, on mette un espèce de frein du côté fondation. Et comme ça, on arrivera à peu près à mieux à arbitrer les choses. Kevin, tu fais le parallèle avec SpaceX, et je pense qu'il est important. Par contre, sur SpaceX, il y a Eric Schmidt et Sheryl Sandberg. Elle s'appelle Gwynne Shotwell, et SpaceX n'avait pas de... Je vous reconseille le livre qui s'appelle Lift Off d'Eric Berger, qui est là-dessus, qui est vraiment très bien, hyper intéressant. Et ils n'avaient pas d'agrément pour utiliser le Launchpad sans Gwynne Shotwell. En fait, il fallait travailler avec les militaires, il fallait travailler avec le gouvernement pour pouvoir aller faire ça. Et du coup, sur un truc comme ça, le parallèle est pour le coup pertinent. C'est que là où il faut des cheveux gris, c'est qu'OpenAI a défoncé la porte à une vitesse incroyable. Tout le monde a eu peur dans le monde entier, et les politiques s'en sont mêlés tout de suite. Ouais. Et pour gérer avec les politiques, c'est pas des petits jeunes qui mettent un costume qui a fonctionné. D'ailleurs, c'était assez rigolo quand on voyait au Sénat, au comité, avec tout le monde, t'avais un peu t'avais deux générations, quoi. Ouais, il y avait vraiment les 2 générations très évidentes dans la pièce. Et je pense que c'est là où en fait il faut en effet mettre des cheveux gris et aller polisser cette partie-là. Et donc en effet, c'est au niveau du board, c'est au niveau de représentants. Alors justement, le conseil d'administration, le board, il a réussi quand même quelque chose d'assez spectaculaire, hein, malgré le fait qu'ils passent un peu pour des nazes, mais quand même, ils n'ont pas complètement perdu l'histoire, puisqu'ils sont arrivés à mettre en place une nouvelle structure de gouvernance. Comme le disait Camille, Sam Altman et Greg Brockman ne font plus partie du board, alors qu'ils étaient avant board members. Je vais remontrer le board avant. Sam Altman, Brockman, plus là. Hélène non plus. Plus là. Qui est-ce qui a dégagé aussi? Tout le monde sauf Sam D'Angelo. C'est ça, quoi. Ilias aussi, qui était le 3e luron. Satya, lui aussi. C'est le grand. Lui, c'est certainement le grand perdant dans l'histoire. Hein. Si on fait le bilan, tu te souviens de l'épisode précédent, on en parlait, on disait Satya, coup de maître, il gagne tout, il transforme ça, et là au final il a globalement réussi à faire le strict minimum qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire avoir un board non-voting, un board membership non-voting, et en plus de ça, observer, et en plus de ça, du coup, il est en partenariat avec une boîte qui est quand même relativement fragilisée. Il y a beaucoup de monde qui ont des doutes sur l'utilisation d'OpenAI, du coup, qui se posent les questions de
c'est peut-être le moment d'utiliser des modèles open source et d'aller regarder de l'autre côté, parce que si nous en refont une comme ça, on va avoir des soucis. Surtout que ChatGPT 5 serait près. Hein. Ouais, ils ont intérêt à sortir vite du coup. Non mais le 5 serait prêt, il serait vraiment pas loin d'être sorti, même si moi c'est vrai que je joue beaucoup avec le 4 et là en ce moment il m'ennuie parce qu'ils l'ont un peu bridé, donc t'es obligé de faire comme un enfant ou comme un boss, tu lui dis t'es le meilleur, tu vas y arriver, montre-moi que tu sais comment faire telle chose, sinon il te dit ah non c'est trop compliqué, j'ai pas envie. Sinon il fait un peu son fonctionnaire. Ah bon d'accord, il boude il est alors. un peu lazy. Ouais. Ah il m'a fait ça hier soir. Est-ce que vous êtes en train de m'expliquer que l'IA est en train de devenir de plus en plus humaine? Non, ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'est en parallèle de ce qu'on a vu là ces dernières semaines. Nous, en utilisant du côté des API, on a vu des taux de latence qui ont été de plus en plus grands. On a eu des timeouts assez gigantesques dessus, donc on a dû d'ailleurs nous modifier quelques petits trucs. Mais pour s'adapter, donc je pense que la réaction immédiate des ingénieurs, c'était de réduire les tailles de génération, et c'était un des premiers feedbacks que tout le monde s'est pris sur Twitter. Là, c'est pourquoi il est lazy. C'est ça, sauf que toi, Siri te faisait des blagues pourries, alors que ChatGPT, lui, te fait « Ah, j'ai pas envie de travailler, toi ». C'est l'équivalent de Siri d'une blague pourrie. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est trop compliqué. Bon, écoutez, il y a un nouveau board et puis il y a des petits nouveaux qui arrivent. Donc, comme on l'a dit, le PDG de Quora, Adam D'Angelo, lui reste. Il avait voté pour le renvoi d'Altman. Et c'est lui qui participera aussi au recrutement des nouveaux membres du conseil. Bret Taylor, l'ancien président du conseil d'administration de Twitter, et Larry Summers, l'ancien secrétaire du Trésor américain. Ça, c'est intéressant. Hein. Là, on a Washington qui arrive au board d'OpenAI, parce que c'est exactement ça. Hein. Bon, par contre, 0 femme, hein. Encore une fois. Hein. Je suis désolée. Hein. Là, ça va arriver. Il y a encore des postes. Il y a 6 postes qui sont encore ouverts. Yes, exactement. Ouais, voilà. Donc là, on a ces deux-là où on est à peu près sûr. Bret Taylor, qui aujourd'hui est chez Salesforce, hein, c'est ça, ou qui était Ah non, c'est un ancien. C'est un ancien de Salesforce. Il a dit qu'il resterait pas longtemps. Il a dit qu'il mettrait en place la nouvelle gouvernance et qu'il partirait direct. Hein. Il n'a pas dit qu'il voudrait rester. Il a juste dit qu'il aidait à nommer les autres et après il ferait bye bye. D'accord. Et comme le dit justement Stéphanie, il y a encore 6 postes à pourvoir. Donc ça va être intéressant. C'est pour ça que je vous dis que l'histoire est pas terminée, parce que je pense que c'est House of Cards maintenant, quoi, en fait. Hein. On va voir arriver des gens, ça va être très intéressant. Et effectivement, Sam Altman et Greg Brockman ne vont pas participer, ou en tout cas pas directement voter pour l'attribution de ces nouvelles places dans le board d'OpenAI. Et une autre victoire aussi de l'ancien board, c'est justement le board devra commanditer une enquête indépendante sur les événements qui ont entouré le licenciement de Altman. Ça, c'est vraiment quelque chose, une demande du board précédent. Hein. C'est pas une demande de Sam Altman. Hein. C'est pas une bonne nouvelle pour Sam, parce que visiblement, ce que le board a dit, oui, on a été nul en communication, mais en fait, on avait nos raisons qui étaient bien réelles, qu'on n'a peut-être pas pu communiquer, et une enquête viendra apporter la lumière sur ces épisodes-là. C'est aussi une menace pour Sam Altman. Je pense qu'ils ont entendu le podcast. Et que du coup, ils voulaient. Ils ont écouté Silicon Carnet. Ils ont écouté Silicon Carnet, du coup, ils voulaient nous donner tort et mettre au jour ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, je pense qu'il apprend de ses erreurs. Je pense que quand tu veux aller vite, tu casses forcément des œufs. Donc, il a vu qu'il y a des choses, il devrait être plus transparent, qu'il y a des choses qu'il faut plus prendre le temps, quelquefois être un peu plus patient pour communiquer et pas aller tout de suite dans l'action. C'est des choses que tu apprends, quoi. Il est encore jeune, s'il est un peu déjà, mais. Alors un truc absolument incroyable du côté de Sam Altman, hein, là aussi chapeau bas, c'est peut-être devenu Sam Altman le CEO le plus indéboulonnable de la Silicon Valley, puisque cette pétition qui avait été signée par les employés, 700 employés sur 770 avaient menacé de quitter l'entreprise si Sam était viré. Donc là, c'est vraiment... je pense que s'il y a bien un CEO dans la Silicon Valley qui risque pas de se faire dégager, c'est Sam Altman. On apprend aussi que on sait qu'il y a une armée de journalistes qui sont en train d'enquêter de leur côté sur les activités parallèles de Sam Altman. C'est-à-dire qu'il est aussi devenu, en même temps avec cette histoire-là, il était l'enfant chéri de l'IA, mais maintenant, il y a une sorte d'ombre qui est un peu tombée sur lui. On se dit, putain, il est peut-être pas si clean que ça. Et alors, on le sait aux États-Unis, comme ils adorent en fait ce genre de choses-là, les journalistes d'investigation vont s'en donner à plein, et je pense qu'on va avoir il va avoir une armée d'investigateurs, journalistes de la presse qui vont aller décortiquer toutes ces activités, le père Sam.
Ouais. Surtout qu'avec Y Combinator, à mon avis, il risque d'avoir pas mal de gens à qui aller parler. Je pense que tous ceux qui ont fait Y Combinator vont être contactés parce qu'à un moment donné, ils ont dû passer dans la même salle que Sam. Je pense que ça va être, ils vont trouver de tout et de rien, mais je suis pas sûre que les vrais trucs sortiront vraiment. Hein. Non, mais c'est des trucs personnels. Ce matin, il y avait un article. Donc, apparemment, il gagnerait 58 000, selon l'IRS, 58 000 $ par an, j'imagine. Ce qui est rien. Ou alors par mois. C'est rien. Mais bon. C'est rien quand même. Hein. Mais par contre, il possède, mais il possède en fait des îles. Je crois que c'était une énorme propriété en fait entre 2020 et 2021. Bon, je suis pas people donc j'ai pas retenu tout. Mais il a acheté plusieurs estates, dont une énorme villa à plusieurs millions et dizaines de millions à Maui. Ah ouais, les photos, tu voyais tout. Voilà. D'accord. Ouais, non, mais c'est exactement ce que je dis là. C'est que là, il va rentrer dans la catégorie people à abattre. Et on va voir sortir tout un tas d'enquêtes, des 60 Minutes, des Frontline Investigation, etc. Je suis une très fan de All Mankind, c'est une série spatiale, et je regardais hier la saison 3, et il y a un truc qui m'a tilté, et ça m'a fait penser à OpenAI. À un moment donné, ils veulent mettre Karen, la CEO, et destituer Dev, qui ressemble un peu à un Elon Musk ou un Sam Altman, de la boîte. Et là, donc, Dev dit, on va pas faire dénaturer la boîte, on s'en va, on est payé moins cher, c'est pas grave. Et là, il dit à ses employés, on y va, on s'en va. Et là, les employés disent, oui, mais on part sans stock option. Et là, ils disent, bah oui, mais c'est vesté, c'est bloqué. Si on s'en va, on les perd. Et là, finalement, la foule se retourne contre Dev et finalement dit, bon, bah d'accord, Dev s'en va parce que toi, tu t'en fous, t'as beaucoup d'argent. Nous, on n'a pas cet argent-là et on va destituer et mettre un autre PDG. Et pourquoi je dis ça? Parce que sur les fameux 700 de 770, on sait bien sûr, Camille. Vas-y, Camille. Non, mais on sait bien sûr qu'il n'y a pas de stock option aujourd'hui. La question, c'est est-ce que l'accord n'était pas en train d'être finalisé et ils savaient que si c'est pas Sam qui allait le signer, ils n'allaient pas en avoir, ou que eux les avaient déjà eu, mais c'était vesté jusqu'à, je sais pas moi, début de l'année. Donc, de toute façon, ils avaient une obligation. Ils se sont dit, le seul qui peut faire que l'accord s'améliore pour l'année prochaine, c'est Sam, donc il faut qu'il reste. Donc, il y a aussi ça que je trouve qu'il doit complètement changer à la donne quand tu es PDG d'une boîte aux États-Unis. Quand tu es une PDG d'une boîte comme BNP ou Total, je veux dire, tes employés, c'est pas les stock options que tu leur donnes, qui fait qu'ils vont, si ils ont des actions BNP dans leur plan d'épargne, dans leur plan épargne entreprise, mais bon, c'est tout petit, voilà. Et donc typiquement, t'es pas à fond derrière ton PDG, t'es à fond derrière pour que ta boîte aille bien. Et ça, je pense que ça change complètement la donne quand t'es une boîte américaine avec des stock options, parce que du coup, on parle de millions, hein. C'est ça. Les décisions sont complètement irrationnelles, surtout quand la boîte est en train de sauver. Et du coup, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, ils sont en train d'organiser une vente de stock option des employés actuels d'OpenAI qui veulent sortir pour avoir du cash. Alors moi, il se trouve que avant-hier, j'ai déjeuné avec une personne, bien évidemment, je ne vous donnerai pas l'identité, mais qui est assez proche de certains membres du board d'OpenAI ici à San Francisco et qui m'a révélé quelques trucs et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que je peux en parler? Il m'a dit, oui, tu peux surtout ne me cite pas, quoi, grosso modo, mais je vais vous révéler quelques informations croustillantes. D'abord, il m'a validé exactement ce que je disais au début, c'est que il m'a dit j'ai écouté ton podcast. Il se trouve que cette personne est française. Et il me dit j'ai écouté ton podcast, c'était super, c'était vraiment super fun. Mais tu sais, Carlos, la réalité de l'intérieur en fait était beaucoup plus pathétique que ce que vous vouliez penser et ce que vous avez dit, qui a beaucoup de sens. Mais en fait, il s'agissait grosso modo de beaucoup d'immaturité de la part du board et aussi beaucoup de guerre d'ego à l'intérieur en fait du board. Donc ça c'était une chose qui m'a confirmé. Mais il y a un truc très intéressant, c'est sur la séquence des événements. Une chose qui m'a appris, que j'ai trouvé très intéressante, c'est que le board a compris à un moment qu'ils avaient une majorité, ce qui n'était pas évidente, qui était disposée à virer Sam Altman. Et du coup, ils se sont dit, il faut qu'on aille super vite. Parce qu'il ne faut pas que Sam Altman se doute de quelque chose. Et donc, du coup, ils se sont précipités parce qu'ils se sont dit, si Sam Altman a compris que le board est en train de pencher vers nous plutôt que vers lui, il va mobiliser ses forces et il est bien meilleur que nous en communication, ça c'est clair, il l'a démontré. Et donc, ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis parce qu'ils ont voulu aller vite. Et on en a un petit peu parlé dans la séquence d'événements la semaine dernière, où les choses, avec ce Google Meet, ce rendez-vous avec 10 minutes, où le mec est viré. Et donc ça corrobore assez bien en fait ce qu'on disait ensemble
la semaine dernière. Bret Taylor, ce nouveau membre du conseil d'administration, ce que cette source m'apprend, c'est qu'en fait, ce mec était déjà pressenti pour siéger au conseil d'administration d'OpenAI. Donc, OpenAI cherchait en fait des nouveaux membres pour son conseil d'administration parce qu'on sait qu'il y avait eu plusieurs personnes qui s'étaient retirées au début de l'année. Et en fait, c'est qu'ils avaient parlé avec Taylor, qui est un entrepreneur qui est très apprécié, qui avait été donc le co-PDG de Salesforce pendant un certain temps, mais qu'en fait le conseil d'administration n'avait pas été en mesure de parvenir à un consensus sur ces nouveaux membres avant le licenciement. Donc en gros, est-ce que Sam Altman et Greg étaient pas pour que Bret Taylor rentre? Grosso modo, on peut deviner ce genre de choses-là et que voilà. Donc ça, c'est assez intéressant aussi à voir. Et puis alors, il y a eu une histoire très intrigante. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire. C'est cette histoire de Q-Star qui est une histoire assez intéressante. Donc, un modèle d'IA capable de résoudre des problèmes mathématiques de base, hein, c'est ça, ce Q-Star. Alors, c'est The Information qui a fait, d'ailleurs, by the way, un travail remarquable. Hein. Je sais pas si vous êtes abonné à The Information, mais c'était là-dessus, chapeau les mecs en termes de journalisme. On suivait l'épisode et c'était très très bien fait, très bien documenté. Ils ont rapporté que Q-Star a suscité des inquiétudes chez certains salariés qui pensaient que l'entreprise n'avait pas mis en place des garanties appropriées pour commercialiser justement ces modèles d'IA aussi avancés. Et ça, on en a un petit peu parlé, hein, Kevin, la semaine dernière. Et donc, Reuters a publié une information. Reuters, hein, comme quoi plusieurs chercheurs du personnel ont écrit une lettre au conseil d'administration pour le mettre en garde contre la découverte de soi-disant une puissante intelligence artificielle qui pourrait menacer l'humanité. C'est Reuters qui le dit. Okay. Et moi, ce que ma source me dit, c'est que le conseil d'administration n'a jamais reçu une lettre comme ça de la part concernant Q-Star. Ça, c'est une connerie. Donc, on voit aussi que même Reuters et tout ça, on n'est pas les seuls. Hein, parce qu'on en a parlé en disant ils ont découvert l'intelligence artificielle, la General Artificial Intelligence. Tout le monde s'est excité là-dessus. Ma source me dit qu'il n'y a jamais eu de lettre comme ça, quoi, en fait. C'est comme la lettre sur GitHub. Hein. Elle n'a jamais non plus été reçue par le comité. Tu veux en parler de cette lettre de GitHub et on finira là-dessus. On va passer ensuite au deuxième sujet. Il y a eu aussi une autre lettre qui était censée provenir de quelqu'un d'OpenAI qui serait brièvement apparu sur GitHub, qui disait, je vous la traduis, tout au long de notre parcours au sein d'OpenAI, nous avons été témoins d'un schéma inquiétant de tromperie et de manipulation de la part de Sam Altman et Greg Brockman, motivés par leur quête insatiable d'une intelligence artificielle générale. Et Elon Musk a publié un lien vers la lettre sur X avec le commentaire « Il semble que ces préoccupations méritent d'être examinées ». Le board, lui, dit qu'il n'a jamais reçu cette lettre. Donc, plein de gossip, quoi, en fait, autour de cette histoire-là. Kevin ? Ce qui transpire quand même, c'est que, sans que ce soit une conspiration ou une volonté particulière de Sam Altman de se faire virer pour mettre pour mieux revenir. Jour, pour mieux revenir et pour mettre à jour la stupidité du board et de la mauvaise organisation dont on avait largement parlé dans le dernier épisode chez OpenAI. Je pense que ce qu'on voit, c'est que mine de rien, on a un Sam Altman qui appuie sur le champignon, on casse des œufs, il y a des gens pas contents, c'est pas grave, tu prends la porte, et ça a pour résultat ce genre de friction et de frustration qui amène au jour, en fait, ça ouvre les brèches pour ce genre de choses qui doivent arriver, qui finissent par se nettoyer par elles-mêmes, quoi, en fait. Au final, le board est meilleur, rien de nouveau sur le soleil. Un board seat, on a des gens plus seniors qui arrivent à la place de gens qui n'ont rien à faire là dans le board. Donc au final, et puis tu vois, au final, si Bret Taylor avait déjà été pressenti, on est clairement dans du cleansing, quoi. Il a été pressenti, on n'avait pas réussi à le pousser, et ben voilà, on a fait une crise, maintenant on a Bret Taylor, tout le monde est content. Deuxième partie de l'émission, on parle du copyright et toujours d'intelligence artificielle. C'est un sujet, Stéphanie, dont tu voulais nous parler et moi je suis au cœur du truc avec Uncut aussi puisque on parle d'art
Et cet art qui est généré par l'intelligence artificielle, elle repose bien évidemment sur de l'art qui a été créé précédemment. Donc, je connais un petit peu ce sujet et je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. Et tu me le présentais d'une façon intéressante aussi. Tu me disais, c'est un peu une bataille entre David et Goliath, puisque d'un côté, on a les géants de la technologie et les grands fonds de capital risque qui sont pour quelque part une sorte de disparition de l'usage du copyright. Et de l'autre côté, on a les auteurs, les détenteurs de droits. Et en fait, on se rend compte quand je regardais toutes les notes que tu as produites pour cette émission, moi je me disais mais c'est pas David contre Goliath parce qu'il y a quand même les studios hollywoodiens, mais en fait non, les studios hollywoodiens ils sont plus du côté ils font une sorte de double jeu, c'est assez drôle. Comment est-ce que toi tu résumerais, introduirais le sujet, Stéphanie? Ouf, c'est un vaste sujet passionnant. Moi, tout a démarré en fait par un article en fait qui parlait en fait du point de vue en fait d'Andreessen, donc A16Z, un des gros VC de la Silicon Valley, quoi, le plus gros. Marc Andreessen. Ouais. Marc Andreessen, hein, qui disait en fait, je vois pas pourquoi on paierait les copyrights, je vois pas pourquoi en fait on paierait quoi que ce soit. C'est normal qu'on ne paye rien, ça va empêcher le développement de l'IA. Et là, je me dis, c'est pas possible. On peut pas remettre en cause tout ce qu'on a acquis depuis 100 ans. Je trouve que la capacité en fait à gérer les copyrights, ça fait partie de nos valeurs démocratiques. Dans notre futur, la data, c'est ce qu'on appelle le labor, le travail. Dans notre futur, on va travailler tous dans un monde virtuel. On est tous déjà dans la moitié de notre temps dans un monde virtuel, sur des écrans. On va être de plus en plus dans des mondes virtuels et notre production va être de la data. La data, ça va être de l'information, c'est tes données personnelles, mais ça peut être des choses que tu produis, des contenus, des podcasts, des images que tu crées, des contenus, ou même en fait du knowledge, des livres, des vraies analyses. Ça, c'est les 3 types de grandes data que tu produis. Et en fait, on dit tout ce que tu produis, et ben n'importe qui peut l'utiliser. Devient un bien commun. On ne te payera jamais. Et quand tu travailles maintenant, soit tu travailles pour toi et tu peux revendre le bénéfice de ton travail, tu peux en faire de l'argent, soit en fait, tu as quelqu'un qui te paye pour produire ton travail. Donc, d'où en fait, on peut se dire que dans un futur qui n'est pas si lointain, on ne pourra plus, on dépendra en fait de quelques sociétés, les LLM hein, et ceux qui sont autour, des géants qui changent l'humanité pour le bien, et sous prétexte qu'on va tout leur donner. Et du coup, moi, quand j'ai introduit le sujet, c'est est-ce qu'on arrive à un communisme technologique? Pour moi, c'est que fort ces comme grands mot, fonds et que Mais- ces grosses boîtes ultra-capitalistes prônent une sorte de communisme technologique, j'y crois pas une seule seconde. Maintenant qu'ils essayent de défendre leur intérêt à travers ça, oui, bien sûr. Mais la question que ça pose fondamentalement, c'est effectivement l'IA est en train de tellement bouleverser le monde que est-ce que les règles qui s'appliquaient au monde précédent peuvent continuer à s'appliquer au nouveau monde qu'on est en train de construire? Peut-être que la réponse est non. Tu vois, c'est tour de table. Camille. Moi, je pense que le Vas-y, monde Camille. va se séparer en deux, tu vois. Il y a un truc qu'on oublie. Google, avec DeepMind, a déjà permis de trouver la forme des protéines pour les vaccins. Du coup, quand tu utilises après le résultat que tu as eu, est-ce que du coup, il t'appartient ou il appartient à Google Mind ou il appartient au bien commun? Et là, ils ont remis le truc, ils ont trouvé 380 000 new matériaux, ils viennent juste de publier ça là dans Nature, possible grâce à l'intelligence artificielle. Donc là-dessus, tu te dis, ça appartient au bien commun. Est-ce qu'après, si tu fais quelque chose de ce matériel, ça appartient à DeepL? Est-ce que ça appartient à Google? Est-ce que ça t'appartient à toi? Est-ce que tu peux le breveter? Donc toi, sur tous ces sujets-là qui sont un peu bien communs, pour moi, ça va être compliqué. Et après, tu as toute la partie art, parce que moi, je suis une grosse collectionneuse d'art, qui est je vais m'inspirer de Picasso pour reproduire autre chose et tout ça. Il faut quand même pas oublier, et pour moi je pense que c'est vraiment 2 domaines complètement différents, un peu à séparer, et il faut quand même pas oublier que Picasso, quand tu regardes ses premières années, c'était du Renoir ce qu'il faisait. Il reprenait les estampes japonaises. Sa période bleue, sa période rose, et c'est exactement C'est ça. ça. Moi je peins, et je peux te dire que j'ai fait un ciel étoilé de Van Gogh, et clairement, je serai jamais Van Gogh, et je pense pas que Van Gogh va venir m'attaquer, parce que voilà. Mais pour moi, je pense qu'il y a dans l'art, aller voir utiliser les choses de tes contemporains ou des gens d'avant pour t'inspirer. Mais à la fin de la journée, quand tu vois Picasso qui à la fin est parti en cubiste, c'est lui, c'est dans son idée qu'il y a eu. Et tu peux donner ça à n'importe quel LLM.
il va peut-être te trouver un nouveau cubisme, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui donne un prompt très spécifique maintenant pour trouver un nouveau type de peinture. Donc, il y aura quand même, malheureusement ou heureusement, il y a besoin d'un humain entre les deux pour y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas... Toi, contrairement à Google qui peut te trouver 380 000 possibles new matériaux, je pense que dans l'art, ça marche pas pareil. Donc, je pense que le monde ça va être horrible, va se séparer avec les arts créatifs, et donc Uncut est typiquement là-dedans, et tout ce qui est lié à la science, qui est lié aux patents. Et alors là, du coup, il y a des patents qui vont être au milieu, où tu vas avoir le cul entre deux chaises, qui est, quand je fais un bleu clin, est-ce que c'est un patent ou est-ce que c'est de l'art créatif, tu vois? Mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait une espèce de truc qui va faire que le monde va se séparer en deux. Mais ça n'enlève quand même pas le problème supplémentaire qui est qu'à partir du moment où tu peux tout copier, si moi je décide de reproduire des choses ou d'utiliser par exemple Carlos, tes podcasts pour faire un avatar de toi et me faire passer pour toi en interview, toi, typiquement, je pourrais faire ça si je voulais. Là, toi, c'est de l'art parce que c'est créatif, mais c'est hors la loi. Donc, toi, il va. Du coup, oui. Alors, attends, là-dessus, c'est vachement intéressant ce que tu dis, Camille, parce que finalement, cette démarche-là que tu décris là, qui est facilitée par la technologie et l'IA, c'est ça le problème, c'est qu'elle est facilitée. Et en plus, elle est réalisée d'une façon encore plus spectaculaire. Mais la démarche, elle existe déjà. On échangeait ensemble sur cette parodie de l'heure des pros de Pascal Praud qui a été fait par cet humoriste français qui a fait une sorte de parodie, un sketch qu'il appelle l'heure de trop, qui hyper satirique sur cette émission de Pascal Praud sur CNews. Bah, c'est pas généré par IA. Mais c'est exactement la même démarche. Hein. Il se grime. On a l'impression de voir Pascal Praud. Le décorum est exactement le même que celui de CNews. La musique est la même, etc., etc. Ce que je veux dire par là, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on on accuse en fait l'IA, mais en fait la démarche, elle existe déjà. Et alors, je pense que c'est l'intention qui changera mais comment tu gères la satire? On peut bien être satirique, on peut bien reprendre des trucs, on reprend des codes, c'est-à-dire l'humour le fait en permanence. Mais là, l'intention, c'est de la satire, c'est pas de mettre à mort l'émission, tu vois, c'est toute la différence entre... Tu crois? Est-ce qu'il y a que de la satire? Est-ce que c'est que de l'humour? Est-ce qu'il n'y a pas une dénonciation politique derrière? Moi, je pense que oui. Non, mais toi, moi, si je vais une interview et que je me fais passer pour toi, j'envoie ton CV parce que tout est en visio et que le jour J, réalise que c'est Camille Lambert et pas El Gringo, tu vois. Là, il y a vraiment une intention de tromper. De tromperie, ouais, exactement. De tromperie. Alors que l'autre, si par contre je disais, oui, bon, bah voilà, comme je suis hyper fan du El Gringo, je vous ai fait, pour vous montrer que je suis super douée en LLM, je vous ai montré un avatar où je me fais passer pour El Gringo, c'est plus la même histoire, tu vois. Ouais. Kevin, tu voulais réagir? Ouais, non, je pense qu'il faut raisonner par l'absurde. On n'est pas en train de vivre une disparition du copyright. Si vous connaissez l'image, enfin tout le monde connaît l'image, si vous connaissez, tout le monde connaît l'image de la ruée vers l'or, il vaut mieux vendre des pioches. Le principe de vendre des pioches, c'est qu'il y avait une valeur dans l'or à aller chercher de l'autre côté. Si les mecs qui vendent de l'AI détruisent la valeur du copyright de l'autre côté, de tout le contenu ils n'ont pas intérêt. De l'autre côté, il n'y a aucun intérêt. Donc par l'absurde, c'est juste que ça va, je pense, changer la nature du copyright et ce qu'on va copyrighter. Et comme dit Carlo, je pense que c'est largement entamé globalement par le digital. On voit tous les espèces de patent trolls, tous les copyright trolls qui existent sur YouTube, etc. Des youtubeurs, ils ont des problèmes énormes pour faire juste des pièces analytiques sur la musique, par exemple, pour expliquer un morceau de musique, comment il est construit. En fait, s'ils quotent le morceau de musique plus de 30 secondes, ils font démonétiser la vidéo parce que YouTube a un système automatisé de copyright strike derrière qui est fait par la Warner et Universal et tous ces trucs-là. On est dans des niveaux qui sont complètement dingues. Les patents, tu en parlais Camille tout à l'heure, c'est exactement, c'est pareil. On a vu les patents dans la technologie qui se font abuser dans tous les sens où le patent est juste une optionnalité de faire un procès dans le futur à n'importe qui fait quelque chose de près ou de loin, et comme ça n'importe quelle petite boîte qui essaye de faire quelque chose du même acabit se fait sue et personne ne peut commencer quoi que ce soit. Donc je pense que tout ça est un sujet qui, pour défendre les Andreessen et compagnie, c'est un sujet qui doit évoluer, et pour le faire évoluer, généralement il faut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière sur un truc comme ça, pour que ça vole en éclats et qu'on le reconstruise. Et du coup, moi, je suis complètement pour relégiférer, remettre des copyrights bien clairs. Tu parlais de sujets hyper importants sur les acteurs, ce qu'ils appellent la likeness pour les publicités, etc.
Et c'est une évidence qu'il faut que ce soit mis en place. Et je pense que personne ne te dira le contraire, à part justement la Warner et tous ces trucs-là qui sont très contents de faire des adaptations de films du Star Wars 25 avec Carrie Fisher en AI, quoi. Ça les intéresse bien. C'est maintenant. Alors, pour faire écho à ce que tu dis justement sur le copyright, là où il y a des trucs aussi qui... tu as raison, ces outils-là sont des pioches, ils n'ont pas intérêt à ce que le copyright disparaisse parce que ça voudrait faire disparaître l'or qu'on cherche avec ces pioches. Sauf que il y a un problème là, tu vois, sur un plan législatif, c'est que tout ce qui est généré par l'IA n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Aujourd'hui, en tout cas en l'état, l'Office américain du droit d'auteur, il a déjà statué plusieurs fois d'ailleurs là-dessus, où il a dit tout ce qui sort de l'IA, comme ça n'a pas été créé par la main humaine, il ne peut pas être protégeable. C'est là où on en est aujourd'hui. Donc ça voudrait dire qu'il faut le changer, ça ? C'est ce que je trouve absolument dingue, c'est qu'on a déjà beaucoup de recherches. En fait, l'IA, globalement, l'IA, il veut rien dire. C'est des algorithmes qui tournent sur des machines. On a déjà énormément de recherches en biologie, en climatologie, etc., qui fonctionnent sur des supercomputers avec des algorithmes hyper compliqués. T'inquiète pas qu'ils sont brevetés, ces trucs-là. Et qu'il y a des copyrights. Je pense que derrière. Google a breveté la météo, là. Les découvertes qu'il a fait sur la météo, je suis sûr qu'il l'a pas fait gratos. Oui, et PageRank. Non, mais PageRank. Enfin, je veux dire, il y a des bases, là-dessus qui existent. Donc, je pense que ça, c'est encore une fois des vieux à Washington et autres qui comprennent absolument rien à cette technologie et qui font des décisions à l'emporte-pièce sur des choses comme ça. Comme tu dis, quand bien même il faudrait personne pour activer la machine, ce qui n'est déjà pas le cas, hein, les prompts, le travail d'analyse de données, etc., qui est en amont, ça lui demande une recherche de dingue. De toute façon, l'algorithme a été fait par quelqu'un, quoi. Je ne sais pas si l'IA, le futur va aimer ce que je vais dire, mais il y a 4 versions en fait d'interprétation des copyrights dans l'IA. Il y a 4 points de vue différents, 4 items différents qu'il faut qu'on regarde. Je suis désolée pour l'anglais. Le premier, c'est est-ce que tout ce qu'on produit avec un generative AI est copyrightable? Aux États-Unis, on sait que c'est pas copyrightable. La réponse est non. C'est non, c'est décidé. Là, on ne reviendra pas dessus avant longtemps. En Europe, je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un sait, mais en tout cas aux États-Unis, c'est non. Le deuxième, c'est la violation du droit d'auteur. Donc le fait. Mais en Europe, juste pour répondre à ta question, Stéphanie, en Europe, c'est pas clair. Encore une fois, il y a des pays qui veulent le copyrighter, d'autres qui sont pas. Donc l'Europe est pas d'accord, comme d'habitude. Il faudra lui faudra un petit peu de temps. On n'a pas d'IA propre, donc on s'est pas posé la question. Pour l'instant, on sort que de trucs de l'IA américaine, donc. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, ok, mais passons là-dessus. Deuxième point. Donc le deuxième point, c'est l'utilisation... Fais gaffe, parce que tu commences à devenir comme elle, professeur, tu commences à faire des points, je te le dis, en fait. Donc point 2. Le deuxième... c'est un compliment aussi. Hein. Oui, bien sûr. Le deuxième point, en fait, c'est vraiment la violation du droit d'auteur. Donc le fait que les IA, les langages, les modèles de langage, les grands LLM, se nourrissent en fait de contenu copyrighté pour s'entraîner et pour après fournir ce service. Pour l'instant, ils scrapent l'Internet, ils scrapent des contenus qui sont copyrightés, certains qui sont des copyrightés illégaux, et tout ça, ça feed en fait, ça rentre dans le langage modèle, mais rien n'est payé à personne. D'ailleurs, sur ce sujet-là, il y a Disney qui clairement a énormément de copyright et beaucoup d'images, qui a demandé à Microsoft d'empêcher ses utilisateurs de violer ces licences qu'elle a. Et effectivement, le géant technologique Microsoft a bloqué le terme Disney de son générateur d'images. Donc, grosso modo, fais-moi un truc à la Mickey. Ça marche plus. Sauf que les autres, DALL-E, Free, etc., ils continuent de l'accepter, en fait. Donc on voit là, il y avait effectivement une bataille. Camille. Il y a même pire. Hein. Il y a un nouveau DALL-E Bis qui s'appelle Pixar qui te fait des films à la Disney. À la Disney. Bon, voilà. Bon, alors là, ok, d'accord. Okay. Ils ont contourné donc là, le problème. On est vraiment dans le deuxième point. On est désolé si vous nous entendez. Moi, ça va, avec la voix un peu enrouée. Mais Camille, elle sort d'un Covid. Kevin, il est en train de rentrer dedans. Et il y a que Stéphanie et moi ici dans la Silicon Valley où on n'a pas de virus. En fait. Il fait beau à San Francisco, c'est pour ça. Il fait beau à San Francisco. Troisième point.
On t'écoute, Stéphanie. Troisième point, c'est la pratique déloyale de concurrence. Le fait que certains matériels, alors je vais lire en fait, sur la FTC qui a déclaré que l'utilisation de matériel piraté ou l'usage abusif de matériel protégé par le droit d'auteur pourrait constituer une pratique déloyale ou une méthode de concurrence déloyale. Grosso modo. Alors ça, on l'a vu notamment avec Scarlett Johansson, où son image, sa voix a été utilisée pour fabriquer des publicités mensongères, en l'occurrence. Mais c'est là où moi je mets une sorte de bémol, parce que quid de la satire, attention de ne pas trop mettre tout dans le même panier, parce que on pourrait utiliser, et tu m'as fait passer des trucs super intéressants, Stéphanie, que je vais montrer sans le son, qui sont des bandes annonces complètement deepfake, qui sont hyper virales en ce moment, qui créent des bandes annonces à la Wes Anderson, qui a un style très très particulier. Wes Anderson, c'est Budapest Hotel, tu vois, toutes ces choses-là. On se rappelle de ce truc-là. Et ils ont fait des bandes annonces du Seigneur des Anneaux, de Star Wars. Si vous regardez le YouTube channel, vous êtes en train de regarder ces bandes annonces où on voit Bill Murray, Scarlett Johansson, on reconnaît Tilda Swinton, Timothée Chalamet. C'est très drôle d'ailleurs parce que il se fout de la gueule de sa taille. Et là, bah, moi, je suis moins d'accord, là, quoi. Tu vois, pour moi, là, il y a déjà une forme de création. Il n'y a pas une volonté de tromper. Et là, tu parles du quatrième sujet, du quatrième point, pour moi, qui est la tromperie du consommateur. Le fait de te déguiser en quelqu'un d'autre, de prendre la voix. L'autre jour, je reçois un robocall avec la voix de Snoop Dogg pour essayer de me vendre quelque chose. Clairement, il n'avait pas donné ses droits pour vendre ce truc de merde. Non, mais c'était un produit crypto, bien sûr. Et, Snoop Dogg qui a arrêté de fumer, hein, vous avez vu, hein, il a dit qu'il a arrêté. Hein. Non. Ouais. C'était un deepfake. C'est un deepfake. Sûrement. En fait, il continue de fumer, quoi. En fait, non, il a dit qu'il a arrêté de fumer. Non, Snoop Dogg maintenant il fait des vidéos éducatives pour aider les enfants à avoir confiance en eux. Il est pas mal cet album d'ailleurs. Hein. Bon, mais pourquoi pas. Bon. Ok. Donc ça c'est le quatrième sujet. Le quatrième sujet, c'est vraiment ce que tu disais, Kevin, sur la likeness, le fait d'imiter quelqu'un par la voix, par la vidéo. Mais ça a aussi des avantages, comme tu disais, les studios Hollywood, ils sont les auteurs, les acteurs ne veulent pas être repris, mais les studios, ils aimeraient quand même bien protéger le droit de leurs acteurs et de leur IP, mais en même temps, c'est quand même pratique de pouvoir utiliser l'IA pour faire certaines scènes ou même des films entiers, quoi. Après, moi, je voudrais juste faire un petit parallèle. Je fais toujours des parallèles de vieux, hein, je suis désolée. Mais pendant très longtemps, il y avait des stars qui aimaient bien gérer leur compte Instagram. Donc, c'est elles qui géraient les DM, le machin. Puis quand vous deveniez un peu célèbre, souvent, ils avaient en fait quelqu'un qui gérait les DM. Moi, j'ai réalisé ça avec quelques personnes que je suivais. En fait, c'était leur attaché de presse qui répondait aux DM. Et qui donc ont délégué ça à quelqu'un. Puisque tu es une grande fan d'Annie Cordy et que tu m'as dit, je comprends pas, Annie Cordy continue de me répondre, quoi, en fait, alors qu'elle est décédée, quoi, en fait. Non, c'était plutôt, j'espérais voir Céline Dion, mais bon, écoute, pourquoi pas. C'est du même. Je préfère quand même Céline Dion. Non, mais et donc, quand tu mets un avatar à la place de, par exemple, Kylie Jenner qui va venir chanter une chanson à ton enfant pour son anniversaire. C'est-à-dire qu'en fait, elle trouve que 20 millions, c'est pas assez pour chanter une chanson à son anniversaire, donc elle a pas envie de se déplacer. Mais elle se dit pourquoi pas se faire 2000 balles, donc elle se fait un avatar de 20 000 $, voilà. C'était un peu avant quand tu mettais un community manager derrière ton compte Instagram, tu vois. Mais je suis entièrement d'accord. Donc je vais faire ma Pascal Pro. Mais c'est vrai, elle a raison. Mais c'est fou. Donc en fait, je pense qu'il faut juste être très clair. En fait, je pense qu'à la fin, ce qui va vraiment décider si le truc est interdit ou pas, c'est quoi l'objectif du truc. Est-ce que c'est de faire plaisir à une petite fille ou est-ce que c'est de te vendre un truc crypto pourri ou des clubs? Non, mais c'est le watermark, là, ce que tu dis, Camille. Ce qui est important, en fait, là, une des solutions, c'est que, et Biden a raison, il l'a mis dans sa loi, en fait, c'est de watermarker ce qui a été généré, en fait, par AI. Et là, je pense qu'on règle beaucoup de soucis, là, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quand, à partir du moment où c'est ça. Vu qu'il y aura moins de choses générées par des humains que par l'AI, pourquoi pas nous watermarker dans l'autre sens? Watermarké quand ça a été fait par l'humain, oui, l'un ou l'autre. C'est le respect du copyright, de l'entraînement en fait de la donnée. Et je pense que on est tous d'accord en fait que la plateforme. Non, mais il y a un copyright sur ce que Camille dit. Il y a aussi un copyright. Je pense qu'il y a quand même un copyright. C'est pas parce que c'est une version IA de machin qu'il devrait pas y avoir un copyright. Mais plus light, toi, tu pourrais faire. Il est plus light. Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est le point de vue de ces entreprises technologiques telles que Google ou ces entreprises de AI comme DALL-E, OpenAI et les autres. Elles ont un point de vue intéressant. Ce qu'elles disent, c'est qu'en fait, ces logiciels d'IA sont en fait des dispositifs d'enregistrement audio ou vidéo au même titre que des photocopieurs, des appareils photo. En gros, grosso modo, ils se mettent derrière ça. C'est-à-dire que eux, ils disent en fait, ouais. Mais ça, je trouve ça vachement. Pour le coup, ils ont zéro propriété intellectuelle. Je peux te dire que tu reproduis le modèle OpenAI par les LLM, l'histoire elle est différente. Ok, l'IA va transformer l'avenir de l'humanité. On peut prendre un tout petit peu de temps pour essayer de faire les choses un petit peu mieux. Ok, donc on a une décélérationniste parmi nous, Stéphanie, et on a des accélérationnistes. Moi, je suis qui fait partie des accélérationnistes? Moi, je trouve que Sam, il a juste mis le point dessus. C'était l'importance du moment. Après, on a du temps pour régler le sujet. Je trouve juste que les copyrights, c'est vraiment pas la raison pour décélérer, quoi. C'est d'une tristesse de décélérer pour cette raison-là. Et l'autre. Mais j'ai pas dit décélérer, mais au moins se poser la question. Ouais, mais le problème, c'est que tu vas avoir, certes, voilà, tu vas avoir l'AI de Google qui va respecter ce truc-là, parce que Google sait le faire via YouTube et tout ce tooling qu'ils ont mis autour de ça, qui existe déjà. Bon, ton modèle open source qui de toute façon est dans la nature, ou le truc que toi-même tu peux réentraîner de ton côté, les deepfakes aujourd'hui tu as besoin de personne pour en générer chez toi. Donc aller mettre un watermark sur une version 3 du deepfake, tu utilises la version 2.5, tu l'améliores et tu refais des deepfakes chez toi. Donc fondamentalement, c'est le génie is out of the box, quoi. C'est sur un sujet. Vous savez ce que ça me rappelle, cette histoire? Ce que tu es en train de dire, Kevin, que je trouve très intéressant, j'adore ce que tu fais, Kevin. Ce que ça me rappelle, en fait, c'est, vous vous rappelez de toute cette histoire sur le streaming? Ces artistes qui montaient sur scène aux Victoires de la musique, aux Grammys pour dire le streaming c'est bad, il faut pas pirater, il faut pas le streaming, il faut acheter nos disques, etc. Et moi j'ai un de mes meilleurs potes en France, Nicolas Arnaud, que je salue, je sais qu'il m'écoute, qui travaille dans le monde de la musique. Et un jour, on avait eu une discussion là-dessus, sur ce sujet-là. Et il m'avait dit, et lui, il travaille dans un label, hein, donc en gros, il hérite, il pourrait se dire qu'il va être le premier à dire que le streaming c'est bad. Il m'a dit un truc super intéressant. Il m'a dit, il y a une toute petite aristocratie qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui en vendant des disques. Johnny Hallyday. Ok. L'histoire de la musique, quand on regarde l'industrie du disque, c'est 50 ans. Sur des milliers d'années, en fait. Donc, c'est un modèle économique qui a existé pendant 50 ans, dans lequel une petite fraction de la population, très vocale et très visible médiatiquement, a beaucoup à perdre. Mais, en fait, le streaming va permettre de créer... Bon, alors oui, Johnny Hallyday va vendre moins de disques, ça c'est clair. Il va falloir qu'il remonte sur scène. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui l'a tué. Mais, en fait, ça va juste changer, en fait, les règles du jeu. Et ça me rappelle énormément ça. Moi, je suis assez d'accord avec Kevin. Qui est-ce qu'on essaye de sauver? Quel est le soldat Ryan qu'on essaye de sauver là? Les quelques gens qui sont dans la power law des artistes, c'est 1 ou 2%. Et on voudrait, et moi ce que j'entends dans Marc Andreessen, c'est de dire, il y a 98% d'autres créateurs en fait. Alors peut-être qu'on n'a pas le modèle économique, mais on va pas arrêter la technologie pour sauver la power law des 1 ou 2% qui se font plein de thunes aujourd'hui avec des modèles de protection qui sont finalement en leur faveur, alors qu'on pourrait faire émerger toute une nouvelle génération avec une nouvelle technologie. C'est comme ça que moi je l'entends, quoi. Bon, écoutez, c'était super de parler avec vous. On va parler maintenant de quelques brefs. Vous avez des choses un petit peu piquantes à nous raconter. On passe dans les brefs de la semaine. C'est les brefs de la semaine, on fait vite. C'est l'extra, c'est le bonus. J'essaye de faire en sorte que l'émission dure 1 heure et ensuite on dépasse un petit peu avec les brefs de la semaine. Ça veut dire que les gens qui courent, les gens me disent ouais mais ton truc faut que ça dure 1 heure parce que mon programme de gym il dure 1 heure. Bon bah vous pouvez arrêter et puis maintenant si vous avez encore de temps, mais en même temps ça peut vous permettre de perdre encore plus de poids les brefs de la semaine puisque c'est 10 minutes d'exercice en plus. Donc vous voyez, on pense à votre bien-être dans Silicon Carnet. Donc les brefs de la semaine et c'est Kevin qui commence avec un truc que j'ai rien compris mon pauvre Kevin. Ce que tu m'as dit, tu vas tout m'expliquer. Alors je lis ce que m'a écrit Kevin dans les notes de l'émission parce qu'on bosse, hein, on prépare. Alors Kevin, quand les positions quasi monopolistiques de la Silicon Valley créent des SPOF pour toute une industrie. Bon, ok, super, Kevin, explique-nous. Une fois n'est pas coutume, on va parler un peu de cybersécurité, mais au final, le vrai sujet, c'est pas la cybersécurité. Donc un SPOF, c'est un single point of failure. Ça veut dire qu'on a mis une chose devant qui fait tout péter derrière. Et mon point, c'est il s'est passé là depuis quelques mois, on voit pas mal de hacks qui justement s'attaquent à des
nœuds centraux en fait de l'infrastructure moderne qu'on utilise. Et là, celui qu'on regarde aujourd'hui, c'est Okta. Sous 2 angles différents. En fait, Okta, c'est une boîte absolument fantastique qui a grossi. Rappelle ce qu'elle fait, parce que toi, tu es dans la cybersécurité. Ma mère qui nous écoute, elle ne sait pas de quoi tu parles. Voilà, Okta, ça permet, pour simplifier, ça permet de s'enregistrer très rapidement sur toutes les applications d'une entreprise sans avoir à retenir 50 mots de passe. Tout se fait en un seul clic parce que l'entreprise a mis un seul point d'entrée pour toutes les applications de l'entreprise. Voilà. Une sorte de single sign-on. Voilà, en fait, c'est exactement un single sign-on, mais pour l'entreprise. Et donc, c'est single sign-on, single point of failure. C'est un point d'échec. Et le problème, c'est pas que le single sign-on, c'est le principe, on accepte, c'est un trade-off, on accepte qu'il y ait un single point of failure pour la simplicité de gestion de ses comptes. Et donc, on renforce le premier compte. Et après, le reste, du coup, on peut y rentrer plus facilement. Le problème d'Okta, sauf que quand ça se casse la gueule, tout se casse la gueule. Tout se casse la gueule. Voilà. Mais le problème d'Okta, c'est pas tant ce single point of failure que tout le monde a accepté avec le single sign-on. C'est qu'ils sont monopolistiques. C'est que la Silicon Valley crée des monopoles et que Okta est un monopole sur l'industrie et du coup se prend tout sur la tronche. Ils se les prennent d'une manière assez intéressante. C'est des campagnes de phishing gigantesques sur tous les clients d'Okta. Avec du coup, c'est hyper simple parce qu'il suffit d'impersoner Okta de 25 manières différentes et essayer d'avoir quelqu'un qui clique dessus. Mais vu que tout le monde utilise Okta, c'est quand même beaucoup plus simple que d'essayer d'impersoner une petite startup que personne connaît et espérer qu'il y a un client de ça qui clique. Et de l'autre côté, il y a Okta qui se fait attaquer en direct. Et là, c'est ce qui s'est passé dans les derniers mois où on apprend que ça a affecté absolument tous les clients d'Okta, où ils ont attaqué les gens du support d'Okta. Et donc tous les clients d'Okta, c'est tout le monde, c'est nous y compris, parce qu'on ne sait même pas qu'on utilise Okta, puisqu'en fait c'est un service qui est disponible à travers plein d'autres services. C'est ça. Si vous utilisez une des grosses boîtes de la Silicon Valley pour faire quoi que ce soit, généralement ils utilisent Okta derrière pour sécuriser leur compte à eux. Donc c'est des géants au talon d'Achille. Voilà, donc tout le monde a été breaché. Donc, voilà, donc je trouve ça juste intéressant quand on parle de monopole technologique, de voir les impacts que ça a dans la supply chain derrière. Et c'était un peu la brève de la semaine, parler cybersécurité sans vraiment en parler, parce que c'est pas vraiment un sujet de cybersécurité. Mais c'était notre minute cyber. Voilà. C'était notre minute cyber. Kevin, merci. Je te rajoute une pièce, Ouais. ça va te faire rire, une petite anecdote. Chez BNP, à un moment donné, il y a eu un problème dans... Vous savez que cette émission avec Camille est sponsorisée par BNP. On parle de BNP à chaque émission qu'il y a Camille, en fait. Où il y a Camille. Oui, mais j'ai quand même passé 15 ans là-bas, donc j'ai quelques petites histoires. On est désolé, Camille. Ils ont updaté une table et ils ont mal indexé, donc tu pouvais plus retirer de l'argent au distributeur et tu pouvais plus faire de virement. Moi, je vois l'erreur sur mon téléphone et donc j'envoie un mail au responsable BNP, parce que je n'y étais plus, en disant « Je pense que vous avez encore fait une erreur dans la table d'indexation », parce que je les connais bien. J'aime bien le encore. Ouais. Voilà, c'était leur deuxième fois. Et là, j'ai un pote qui bosse en fusion-acquisition chez BNP et il devait racheter une boîte pour une deuxième boîte et passer le virement. Et là, le virement ne passe pas et on lui dit si à 6 heures, le virement ne passe pas, la fusion tombe. Et donc là, il dit c'est pas grave, on va utiliser un fax. Sauf qu'il n'y a plus de fax chez BNP. Donc le mec a dû sortir du bureau de BNP, aller à la poste pour trouver un fax et faxer à l'agence BNP l'ordre de virement. Ouais, c'est formidable. Ça, c'était quoi, dans les années 70, Camille? Quoi? C'était dans les années 70 ou dans les années 80? Non, c'était il y a même pas 4 ans. Ah, d'accord. Okay. C'est la France. C'est la France. Bon, Camille, ça t'apprendra. C'est quoi la brève de ta semaine? C'est que la crypto, c'est toujours pas la bonne semaine. Donc, 2 mauvaises nouvelles. 6Z ne passera pas Noël avec sa femme. 6Z, c'est le patron de Binance. Le PDG de Binance, qui est obligé de rester aux États-Unis. Il est en tôle. C'est ça. Enfin, il est sorti, pour faire face aux charges dans le cadre de Binance. Donc, il ne pourra pas rejoindre sa femme et ses enfants dans les UAE. Et deuxième mauvaise nouvelle, le fils de Christine Lagarde a perdu 60% en crypto. Et donc, j'espère qu'il aura un beau chèque à Noël pour renflouer ses finances, que Christine sera gentille avec lui. Et si jamais il veut réinvestir en crypto, il y a un an, j'avais écrit un post sur LinkedIn en lui donnant quelques conseils. Elle se fait sa promo, elle est peinard. Vas-y, Camille. Comment ne pas stresser sa mère si tu investis en crypto, y compris si c'est Christine. Donc voilà, si vous avez des problèmes à Noël, allez regarder mon post, ça vous donnera des idées. Il n'a pas lu ton post, visiblement. Ah bah non. Mais à l'heure où on parle, le Bitcoin est en train de monter en flèche. Les ETF arrivent, il y a beaucoup de milliards qui vont être investis dans du Bitcoin. Et le Bitcoin est passé au-dessus de 38 000 hier. Donc... attention, on en a parlé un petit peu. Est-ce que les cryptos reviennent? Vous m'avez dit non, c'est fini, c'est mort, machin, etc. Ne tuez pas l'ours. C'est pas fini, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On veut juste plus entendre parler de la spéculation sur les cryptos, c'est ça le point. C'est ça, c'est pas la même chose. Ok, Stéphanie, t'as une petite brève ou pas?
Oui, Camille avait partagé un post sur LinkedIn qui était devenu viral parce qu'une conférence de développeurs en Latvia avait mis des fakes, donc on revient sur le sujet des fakes speakers female, donc des femmes, pour booster leur côté diversité. Et les seules femmes qui étaient invitées, qui étaient dans les panels et qui étaient speakers, c'était des fakes. Et donc, ils se sont pris un backlash et la conférence, elle est morte. Voilà. La conférence est morte ? Ouais, ils ont été obligés de l'arrêter. Excellent. Mais c'est quand même, tu vois, ça fait complètement écho à ce qu'on vient de dire avant, quoi. Tu vois, donc effectivement, là, on n'est pas dans la création ou dans la parodie, on est dans la supercherie et il va falloir s'habituer à beaucoup plus de supercherie que dans le futur. Mais là, c'est terrible, quoi, en fait, d'inventer. En fait, on a créé des femmes. Et Dieu créa la femme, et maintenant l'IA créa la femme. En fait. Si vous avez besoin de femmes dans vos panels, demandez à l'IA. Ouais, mais non, parce que t'as quand même pas mal de femmes à disposition. Pourquoi prendre le temps, en fait, de créer des fakes pour ça, non, mais on est d'accord. Moi, ma brève, on parlait de supercherie, c'en est une d'une certaine manière, puisque ça a été, ça m'a fait malheureusement grincer des dents et sourire à moitié. C'est le voyage de Elon Musk qui en Israël. Ce mec cherche toujours à être au cœur de l'actualité et il est parti en visite en Israël. Parce qu'il y a plein d'allégations selon lesquelles il est antisémite et qui ont été ravivées par des tweets d'Elon Musk qui laissent peu de doutes sur ce sujet-là. Et du coup, il est parti en Israël. Et alors moi, ce qui m'a vraiment stupéfait, c'est la manière dont il a été accueilli, quoi. C'est surtout ça, c'est que le fait qu'il aille en Israël, pourquoi pas, à la limite, mais il a été vraiment accueilli comme un chef d'État. On le voit, il est en visite, il a été visiter les sites. Je montre la vidéo pendant que je vous parle des massacres qui ont eu lieu le 7 octobre. Et on le voit qui est escorté par le Premier ministre. Alors si on avait un doute sur l'intelligence de Benjamin Netanyahou, là on n'en a plus, quoi, en fait, parce qu'il l'a vraiment accueilli comme un chef d'État. S'en est suivi d'ailleurs un Twitter Space, un X Space, comment on dit maintenant aujourd'hui, pendant plus d'une heure, en fait, avec des politiques concurrentes et de la parole, machin. Donc bref, on n'a pas besoin d'IA pour faire du fake. C'est ça ma conclusion, en fait. Bon, écoutez, c'était super. Merci beaucoup pour cette conversation une nouvelle fois passionnante. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos. Bye bye.